Je vais faire une petite présentation aujourd'hui sur la simplicité, ou ce qui semble être de la simplicité, parce que je pense que quelque part vous venez d'avoir 1 heure sur Scala, donc c'est pile poil le bon moment. Et comment demander d'être provocant, j'ai intitulé ma présentation Kiss My Ass, mais en soi c'est pas forcément une présentation provocante. Disons pour ceux qui me connaissent peuvent penser que je suis un énorme troll. L'objectif, c'est plutôt d'essayer de vous pousser à réfléchir à ce que je vais dire. Ce que je vais dire n'est pas nécessairement pertinent, n'est pas nécessairement vrai, mais ce n'est pas important. C'est une perception, il faut que vous ayez la vôtre pour pouvoir effectivement la confronter à votre réalité. Voilà, c'est un petit préambule. Alors je vais me présenter rapidement, si ça passe. Voilà. Donc j'ai la malchance d'avoir 50 ans dans une petite semaine, donc je commence à être vieux, mais ça vous arrivera à tous, hein, vous rassurez, ça fait pas mal, enfin sauf vers la fin. J'ai bossé dans pas mal de boîtes, principalement chez Atos, qui est une boîte que tout le monde connaît je pense, qui est une société de service pendant 8 ans, et puis après j'ai bossé dans d'autres boîtes, et maintenant je suis dans la mienne depuis 15 ans. Et je travaille principalement avec une société qui s'appelle SciMass, qui est la société qui développe OpenLDAP, serveur LDAP open source, et on vend du support principal. En dehors de ça, j'ai une activité dans l'open source qui me prend pas mal de temps. Enfin, principalement, c'est ce que je fais au quotidien. Je suis committeur sur Apache depuis 2005, membre de la Apache Foundation depuis 2007. Ça ne fait pas de moi un demi-dieu, hein. Je pense qu'il ne faut pas se faire d'illusions, ce n'est pas parce que vous êtes un committeur ou un membre d'Apache que vous êtes plus intelligent que les autres. Je ne dirais pas non plus, parce que vous êtes plus intelligent que les autres, vous êtes membre d'Apache, non, ce n'est pas vrai. C'est juste parce que vous bossez sur un projet open source. Voilà, c'est à peu près équivalent à être dans une salarié d'une société. Sauf qu'on n'est pas payé. Donc les projets sur lesquels je travaille, ils sont de plusieurs natures. Donc il y a Apache Directory Server, qui est le serveur LDAP de Apache. Mina, qui est la partie NIO, framework NIO, qu'on utilise évidemment dans Apache.js, mais qui est utilisé par d'autres projets également. Fortress, qui est une implémentation RBAC. RBAC, c'est Role Based Access Control, qu'on vient d'intégrer en sous-projet de Directory il y a 1 mois. Mevibot, qui est une implémentation en Java d'un B-tree MVCC, qui est à peu près l'équivalent de ce qu'on va avoir dans CouchDB, mais en CouchDB, c'est développé en Erlang. Et Studio, qui est la GUI qui permet de gérer proprement ces données sur un serveur LDAP. Donc tout est connecté vers LDAP, ce sont des technologies qui sont relativement différentes. Je vous introduis ça pour pouvoir effectivement m'appuyer dessus sur la suite de ma présentation. Voilà. Donc on va parler en fait de ce que c'est que le simple, et il y a un point qui est très très important, et surtout pour la France, c'est qu'en France on est quand même dans un pays ce qu'on appellerait cartésien. Et Descartes a dit une chose très claire, qui est grosso modo, si vous avez quelque chose à proposer, ça doit être facile de l'expliquer, simple. Ce qui se conçoit bien, s'énonce clairement, etc., etc., etc. Ça, on vous l'a appris quand vous étiez jeune, en philo, etc. Et quelque part, ça structure l'intégralité de vos études. En France, on apprend à faire des spécifications pour les développeurs avant de coder. On apprend à penser ou à réfléchir, à faire un document, une dissertation avec introduction, thèse, antithèse, synthèse, conclusion. C'est extrêmement structurant pour la façon dont on travaille. Et je pense que vous en apercevez tous les jours. Si vous allez travailler aux États-Unis, c'est radicalement différent. C'est assez étrange. Vous travaillez avec des développeurs américains, eux, ils vont penser directement. Allez, on fait un prototype, et puis on essaye de voir si l'idée qu'on a eue marche. Si elle ne marche pas, c'est pas grave, on jette le prototype et on en refait un autre. Et la première fois que vous travaillez avec des Américains, vous êtes là, les gars, on va peut-être se poser, on va faire une réunion et on va réfléchir. Et les mecs disent, non, on va commencer par un prototype parce que votre truc est super simple, votre problème. Alors, on va faire un proto et ça marche. Et en fait, ça ne marche pas. Et l'un dans l'autre, les deux solutions vont converger vers la réalisation d'une solution qui va être équivalente, sauf que ça sera 2 voies différentes. En France, donc, on est quand même sur une dictature du simple qui fait qu'on a l'impression qu'il faut que tout soit simple. Tout doit être clarifié, simplifié, découpé à l'extrême pour arriver à un résultat. Parfois, c'est magique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une dictature, il y a des gens qui vous disent « Mais les gars, j'ai une solution, c'est super simple, quoi.
Fermat l'a dit. Fermat, c'est celui qui a développé le théorème, là, xn plus yn égale zn n'a pas de solution si n est supérieur à 2. Et il a écrit dans une marge, alors ça a bien fait chier les mathématiciens, en disant les gars, j'ai une solution, c'est super simple, c'est vachement beau, mais bon, elle ne tient pas dans la marge. Pas de chance. Il faut savoir que la démonstration du théorème de Fermat a été, je crois, en 1989, si je ne me trompe pas, par Andrew Wiles. C'est une démonstration qui tient sur 109 pages, écrit petit. Alors je ne l'ai pas lu, hein. Mais 109 pages qui s'appuient sur les travaux de plein d'autres mathématiciens, donc plus exactement sur plus de 1000 pages de documentation. Donc la solution merveilleuse qui tient dans une marge, bon, Fermat, il a peut-être un petit peu bu ce jour-là. Malgré tout, ça reste quand même quelque chose de très important parce que on vous dit, parfois on a la solution, elle est super simple, mais je ne peux pas vous l'exprimer, mais je vous jure, c'est facile. Donc ça, il faut y penser, c'est quelque chose qu'on a tendance un peu trop à faire. Il y a un Larsen. Et on va montrer que ce n'est pas forcément la solution idéale. Après, on passe du simple, et après, passer le simple, il y a le simplisme. Vous étiez peut-être pas né en 1978 quand les mecs du FN ont sorti cette phrase. Aujourd'hui, elle a un peu changé, hein, parce qu'ils sont passés à 3 millions de chômeurs, 3 millions d'émigrés. Mais c'est typiquement... Alors là, on sort du simple, on va au simpliste. Alors c'est un peu le problème du simpliste, c'est qu'en fait, on a un problème quelconque, on se dit, oh, voilà la solution, c'est ça. 1 million, on vire tout le monde, plus de chômeurs en France. Ok ? Alors ça, c'est à l'extrême droite. Hein. À l'extrême gauche, on a l'autre solution extrêmement simple. On a des dettes, on n'a qu'à faire payer les riches, ils ont plein de pognon. Alors, Coluche, il a dit, de toute façon, il faut faire payer les pauvres, ils sont tellement plus nombreux. Ça revient toujours au même problème, c'est que quelque part, on a des solutions simplistes. Après, il y a simplet, hein, ce qu'on appelle les solutions de café du commerce. Chômage, on tue tous les chômeurs, il n'y a plus de chômeurs, c'est facile. Okay, ça, il faut faire très attention, parce que quelque part, ce sont des raisonnements qui vont être amenés à être effectués dans des cadres professionnels également. Vous êtes à une réunion, il y a un problème, machin, il n'y a qu'à Faucon. Alors, on n'a qu'à embaucher un consultant, il va trouver la solution directe. Ou alors... ça sent le vécu, hein, quand même. Ou alors, on dit, putain, on n'a qu'à basculer en Scala, puis comme ça, plus de problème avec... on fait du fonctionnel, ça marche nickel chrome, c'est un truc nouveau en plus. Enfin, fonctionnel, entre parenthèses, ça date de 1959, avec l'invention de Lisp, et avant, les mecs ont inventé le lambda calcul, Church, Alonzo Church, donc avant la guerre de 39-45. Petit aparté, Scala, je crois que pour ses plus vieux langages, on trouve encore les listings en Scala qu'on n'a toujours pas réussi à décrypter en Égypte, dans les pyramides. Voilà, j'ai terminé sur la partie introductive en vous parlant d'un type assez génial dont je suis en train de terminer le bouquin et que je vais relire prochainement parce qu'il est vraiment fabuleux. C'est un type qui s'appelle, je l'ai là, Daniel Kahneman, qui est un prix Nobel d'économie. Alors quand on parle de prix Nobel d'économie, déjà on a tendance à se méfier parce que l'économique c'est quand même celui qui, je vous explique le lendemain pourquoi il s'est trompé la veille. Mais là, en l'occurrence, il a fait une étude plus basée sur la sociologie et sur le fonctionnement du cerveau. Et lui, ce qu'il dit, c'est que le cerveau fonctionne avec deux systèmes. Le système, ce qu'il appelle le système 1 et le système 2. Alors, peu importe le nom. On va dire que le système 1, ça va être celui qui est basé sur l'intuition, celui qui vous fait immédiatement avoir des idées sur ce qu'il faut retenir comme solution. Ah, ça, faut faire ça. Paf, je vois, je le sais. Il y a le deuxième système qui est celui qui se base sur la réflexion. Ah, c'est pas si simple que ça, il faut peut-être regarder les impacts sur ça. Le problème, c'est que nous, dans notre cerveau, la façon dont on fonctionne, c'est qu'on fait confiance au système 1, on privilégie le système 1. Et on va montrer quelques exemples. Je vous le conseille, hein. Sincèrement, c'est en anglais, je ne sais pas s'il est traduit en français, c'est un bouquin remarquable. Vraiment remarquable. Je mettrai enfin, de toute façon, vous aurez les slides, donc vous aurez le nom. Ça se lit très très bien, c'est très drôle, c'est super, super surprenant. Je vous donne un exemple, donc vous regardez bien cet exemple. Bon, il a l'air tout à fait banal, hein. C'est voilà, un petit texte. Alors c'est en anglais, évidemment, pour ceux qui ne parlent pas anglais ou qui ne comprennent pas vraiment l'anglais, ce n'est pas forcément critique, mais ce n'est pas important. Donc vous allez tous regarder l'exemple. Et voilà ce qu'on lit. Je pense qu'on est tous d'accord, hein. C'était à gauche, il y avait ABC, puis ensuite il y avait Anne va à la banque, si je puis dire. Hein, bank, c'est banque. Et 12, 13, 14. Il n'y a aucune ambiguïté. Hein. Je pense, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu autre chose dans ce... Oui.
A 13C. Ah, ça commence à devenir intéressant. Vous n'êtes pas très nombreux. OK? Effectivement, le premier chiffre, est-ce que c'est un B ou est-ce que c'est un 13? Et le 2, 3e dans la série des lettres, est-ce que ce sont des B ou des 13? On ne sait pas. Et en fait, dans le schéma que je vous ai représenté, cette lettre-là, c'est exactement la même. OK? Et ici, bah, en anglais, évidemment, ça marche mieux parce qu'on sait exactement que bank, ça veut dire aussi la berge d'une rivière. Mais votre cerveau, quand il a lu la première phrase, enfin le texte ici, sans avoir aucun contexte, a immédiatement pensé qu'à gauche, on avait des lettres, à droite, on avait des chiffres, et comme on avait des lettres et des chiffres, automatiquement, on pense à une banque. Ben, c'est ça, en fait, le système 1. Votre système 1 vous piège et vous induit vers quelque chose d'extrêmement simple et non réfléchi. Pour les quelques personnes qui se sont posées la question, on dit « Ah, mais c'est peut-être pas tout ça ». Alors peut-être qu'ils ont lu le bouquin, je ne sais pas, mais effectivement, ils ont dit, il y a un truc bizarre, on nous pose une question, on nous présente quelque chose dans un slide sur la simplicité, il y a un piège. Donc ils ont déclenché leur système 2 et ils sont aperçus que ben, ce n'est pas un B, c'est un 13. Et c'est là où ça devient difficile, c'est que c'est très rare. Le point ici que je voulais amener, c'est que vous allez privilégier dans la plupart des situations de votre vie le système 1, c'est-à-dire l'intuition par rapport à la réflexion. C'est très difficile de le débrancher. Voilà, donc grosso modo, votre cerveau va vous diriger vers ce qui est simple, c'est automatique, il n'y a même pas besoin de réfléchir, c'est absolument inconscient, et ça c'est fantastique parce que quelque part ça vous aide. Ça vous permet immédiatement de savoir, quand vous croisez quelqu'un dans la rue, est-ce que c'est quelqu'un qui est dangereux ou pas dangereux? Dans un mode de survie, quelque part animal, c'est ça qui nous permet effectivement, en tant qu'être soumis à la prédation, de survivre. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin en disant « Ah ben non, le mec il est black, mais c'est pas forcément dangereux », bah, dites ça aux flics des États-Unis, vous verrez que c'est pas évident. OK? Donc ça, malheureusement, c'est quelque chose sur lequel il faut effectivement avoir une prise. Avoir une prise, ça nécessite un mode de réflexion. Après, il y a des mécaniques. Hein. Ce qu'il explique dans ce bouquin, c'est que si on fronce les sourcils, automatiquement, ça va avoir pour effet de déclencher le système 2, ou en tout cas de favoriser le déclenchement du système 2. Alors, je n'ai pas voulu faire l'expérience ici parce que c'est un petit peu trop court, mais et tout ce bouquin sur ces paradoxes et ces déclenchements système 1, système 2, comment on fait, qu'est-ce qui fait que... Voilà. Mais ce qui est important dans la démonstration, ou représentation de la démonstration, c'est que vous allez en permanence être confronté à des gens qui vous disent « c'est simple ». Et vous allez dire « oui, ça doit être simple » parce que votre intuition vous fait penser que ça doit être simple. Or, la réalité, elle est tout à fait différente. C'est qu'on est dans un monde complexe. Et oui, c'est un peu dommage, hein, mais c'est comme ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que c'est un monde complexe? Alors que nous, on aime effectivement fondamentalement la simplicité, on aime les solutions simples, on aime les solutions du café du commerce, on aimerait pouvoir résoudre le chômage, quoi. Ça fait 40 ans qu'ils sont en train de se battre là-dessus, alors que nous, on a la solution en discutant avec un copain, en buvant du pinard. Ben, en fait, si on réfléchit, par exemple, juste un exemple de complexité, je trouve que c'est pas mal de temps qu'on se pose la question de savoir qu'est-ce que c'est que la matière. C'est une table, et il y a un peu plus de 2500 ans, il y a un type qui s'est dit, en fait, on va simplifier, et on va dire que il y a 4 matières, il y a l'eau, la terre, l'air et le feu. Ça marche super bien. Et il a fallu pratiquement 2500 ans ou 2400 ans pour sortir de ce modèle-là. Bon, il y a bien quelqu'un qui a dit « Ouais, mais attends, on peut peut-être un truc qui s'appelle les atomes, c'est insécable, etc. » Mais c'était juste une vue de l'esprit, parce qu'il n'avait aucun moyen de démontrer son hypothèse. Donc, ok, on retient l'atome de Millet parce que c'est beau, parce que le type, il a une intuition de folie, il n'a très certainement pas fait fonctionner son système 1 ici, mais la réalité, c'est qu'il a fallu attendre Mendeleïev, à peu près, pour aboutir à un système dans lequel on détecte les atomes. Alors, il n'y a pas eu que Mendeleïev. Hein. Lavoisier, avant, avait réussi à déterminer que l'air était décomposé en oxygène et hydrogène. La démonstration est assez extraordinaire. Pas évidente, mais assez extraordinaire. Il a pesé, hein, à l'époque, avec les moyens techniques dont il disposait, l'oxydation de l'eau, du métal par de l'eau. Il a pesé, en faisant passer de l'eau dans un tube de métal qui était un tube de fusil, chauffé au rouge, donc évidemment il y a eu de l'oxydation, donc de l'oxygène est allé s'associer avec du fer et est ressorti de l'hydrogène. Il a récupéré l'hydrogène, il a combiné avec de l'air, il a pesé la différence, alors quelques microgrammes, mais ça suffisait pour dire l'oxygène c'est pas une matière simple, donc l'air c'est pas simple, l'air c'est composé d'oxygène et d'hydrogène. On peut aller plus loin, etc. Après Mendeleïev, on a dit les atomes c'est bien joli, mais c'est pas suffisant, et ils ont été plus loin, typiquement Thomson et Rutherford, Niels Bohr après, en disant l'atome en fait c'est
des nucléons, un nucléon et des électrodes. Donc on a déjà un niveau de complexité supplémentaire. Et il a fallu attendre beaucoup d'années encore, pratiquement 60 ans, pour que quelqu'un arrive à prouver que le nucléon, c'est-à-dire les électrons, les neutrons et les protons, en fait, ce n'est pas la base, c'est quelque chose de plus complexe, ça s'appelle les quarks. Et là, j'ai mis des petits points d'interrogation, parce qu'on est en train de réfléchir à la théorie des cordes, qui irait encore un cran en dessous, sauf que là, ils ne se mettent pas d'accord, ils ne savent pas s'il y a 10, 11, 21 dimensions, donc on reste dans la pure théorie. Comme quoi, dès qu'on réfléchit, on passe d'un système à 4 éléments qui est super simple, à un système qui aujourd'hui, ça c'est le modèle standard, vous présente un système avec 12 fermions, 12 bosons, donc des bosons de Higgs. C'est juste l'enfer. Enfin, je sais pas si, moi je me rappelle encore les atomes quand j'étais à l'école, j'arrivais à comprendre, je ne sais même pas ce que c'est qu'un boson. Hein. Enfin, un boson, je sais, mais c'est un boson. Donc voilà, c'était juste un exemple pour montrer effectivement ce que c'était que le monde dans lequel nous vivons. Et il y a plein d'autres exemples de complexité, les interactions sociales, la cellule, comment on vit, comment le cerveau fonctionne. Et il faut être très clair, on ne sait pas. Ok ? Il y a des personnes qui, quand ils ne savent pas, ils ont trouvé une solution super simple, ça s'appelle Dieu. Dieu, il a la réponse à tout. Bon, nous, on fait de l'informatique, donc on va retourner plus pragmatiquement à quelque chose qu'on maîtrise, qu'on est censé maîtriser. Exemple de simplicité, le tri. Je dis que c'est simple parce que quelque part, on est tous amenés à en faire à un moment ou à un autre. Mais là où ça se complexifie un petit peu, c'est qu'on se dit, mais merde, on regarde un petit peu sur Wikipédia et on trouve des exemples de tris différents. Et là, j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 différents tris. Pourquoi différents tris? Je veux dire, honnêtement, c'est un problème simple. On a des données, on compare et puis on réordonne. On sait tous faire ça. Le problème, c'est qu'en fait, on sait tous faire ça. Oui, sauf qu'on voudrait le faire de façon plus ou moins efficiente. Et là, on va avoir deux classes de problèmes, deux classes de solutions. Des classes qui sont lentes, qu'on va qualifier de lentes, en tout cas celles qui sont en haut de N2. Typiquement, le tri à bulles, c'est le tri naturel quand vous triez des cartes. Vous faites tac, 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 et vous avez votre trier. C'est-à-dire que vous avez 13 cartes, vous triez rapidement. Vous triez un jeu de tarot, ça prend un peu plus de temps. Grosso modo, le tri à bulles, jusqu'à 20 éléments, c'est plus rapide que tout le reste. Au-delà de 20, vous avez explosé, vous allez basculer sur autre chose. Après, il y a eu d'autres tri, shell, fusion, et finalement le célèbre quicksort qu'on utilise pratiquement tous sans le savoir. Quand vous faites en Java un arrays.sort, c'est un quicksort. Et le quicksort, il est bien parce qu'il est en n de log de n, qui est techniquement, pour un tri, on ne peut pas aller mieux. On ne peut pas faire plus rapide que n log de n. Sauf que le quicksort, il peut dégénérer. Parce que le quicksort, le principe, c'est qu'on prend une série d'éléments, et puis on prend un élément dont on pense qu'il est à peu près au milieu. Statistiquement, la moitié des éléments sont à gauche, la moitié sera à droite. Sauf que si on se trompe et qu'on prend un élément au milieu, mais que l'élément au milieu est juste, en fait, une fois trié à la fin, on va avoir n-2 éléments qui sont à gauche et un seul élément à droite, et ainsi de suite, et on va avoir une solution en haut de n2. Ok? Ah, c'est pas si simple que ça. Hein. On se dit, merde, là, on a une solution dont on pensait qu'elle est simple, qu'elle résout un problème en un temps optimal, et ben, pas du tout. Eh ben, c'est pas grave, hein. Ils ont fait un truc vachement bien, qui s'appelle introsort. Introsort, c'est une sorte de quicksort, mais un peu plus intelligent. Lui, il va étudier, en fait, le niveau de profondeur de la récursion. Et si on s'aperçoit qu'à un moment donné, on va trop loin, eh ben, on bascule vers un autre mode, dans lequel on va être garanti, finalement, d'avoir une solution en n log de n. Je vous conseille d'aller regarder, effectivement, l'algorithme introsort, il est assez intéressant. Et tout ça pour dire que d'un système ou d'une solution dont on pensait qu'elle est simple, en fait, on s'aperçoit qu'on peut la complexifier pour pouvoir résoudre des problèmes qu'on n'avait pas envisagés au début. Ah, ça vous trouve un petit peu là, je pense que vous êtes... Bon, il y a d'autres solutions, des solutions HEAP, Arbre, AVL, qui sont toutes garanties en n log de n. Alors pourquoi on ne les choisit pas par défaut? Premièrement, parce qu'elles sont complexes à installer. Deuxièmement, quand vous prenez un arbre, il n'y a pas de garantie que ce soit en n log de n. Si vous prenez un arbre AVL, c'est garanti d'être en n log de n, sauf que c'est super compliqué à implémenter. Donc moi je l'ai fait plus d'une fois, c'est chiant. Et en plus, c'est un deuxième problème, c'est que par rapport à un quicksort, en moyenne, c'est quand même 3 à 4 fois plus lent qu'un quicksort. Donc on est obligé de faire des choix, et les choix ne sont pas simples. Ils ne sont pas simples parce qu'en plus, il y a d'autres paramètres. Est-ce qu'on peut faire le trait en mémoire? Oui, non. Si on peut le faire en mémoire, pas de problème. Si on ne peut pas le faire en mémoire, on a un autre problème. Où est-ce qu'on va stocker les données intermédiaires? Est-ce qu'on les stocke sur disque? Est-ce que le disque est lent? Si on a un disque, par exemple, rotatif, on sait que ça va être lent par rapport à un SSD. Un SSD va 4 fois plus lentement que la mémoire. Un disque rotatif va environ 500 à 1000 fois plus lentement que la mémoire. Conclusion, si on a un tri dont l'algorithme bouffe beaucoup de mémoire, comme un tri arbre,
les structures de données sont complexes, ça bouffe de la mémoire, ben, à la fin, ça va peut-être être moins performant qu'apprendre un quicksort ou une solution un petit peu moins performante. Alors, sur les bandes magnétiques, je ne vous raconte même pas, parce que là, il faut parcourir la bande et revenir en arrière, c'est compliqué. Petite parenthèse, tous les batteries ont été implémentés à cause des disques magnétiques, à cause des bandes magnétiques plus exactement. Parce qu'il était facile de lire des blocs consécutifs et qu'on voulait pouvoir stocker les informations sous la forme consécutive. Donc tous les algorithmes de tri qui ont été implémentés ont toujours réfléchi à la problématique de sur quoi on stocke les données. Et alors on commence à rentrer dans des considérations qui sont vachement plus complexes que simplement dire sur mon papier et mathématiquement, mon algorithme, il est simple et il va telle complexité. OK ? Donc là, c'était juste un exemple qui est peut-être parlant sur ce que c'est que la simplicité et la complexité. On s'aperçoit très vite que même sur des algorithmes dont on pense qu'ils sont triviaux, il y a des matières de réflexion qui sont loin d'être triviales. Alors en informatique, qu'est-ce qui va être pour nous des éléments contraignants? J'en ai classifié 3 qui sont évidents. La puissance du CPU, ou le nombre de CPU dont on dispose, la mémoire dont on dispose, que ce soit du disque ou de la mémoire physique, et la bande passante dès qu'on fait du réseau. Ces 3 éléments vont caractériser les solutions qu'on va mettre en œuvre. C'est-à-dire que c'est bien de réfléchir hors tout, mais dès qu'on va se confronter à la réalité, c'est-à-dire que le CPU il est limité en termes de puissance disponible, j'ai pas plus de 2 corps, j'en ai pas 50. La mémoire, je travaille sur un dispositif embarqué, j'ai que 256 kilooctets de mémoire. Ma solution avec une JVM, ça va commencer à devenir compliqué, donc je suis obligé de... Et tout ça va nous contraindre à réfléchir, encore une fois, à des solutions un petit peu moins simples ou simplistes que celles qui nous viendraient directement à l'esprit quand on nous demande la réalisation. La bande passante, c'est pareil. Il y a des problèmes sur la bande passante, je ne l'explique pas, mais honnêtement, il y a de quoi se tirer des balles. Ça, c'était les contraintes physiques. Les contraintes connexes, qui sont, elles paraissent vraiment physiques, mais typiquement la concurrence. Dès que vous allez commencer à faire des programmes avec concurrence d'accès, là, la simplicité, vous pouvez l'oublier complètement. Et les outils dont on dispose pour pouvoir résoudre ces problèmes-là ne sont pas triviaux. Je vous en montrerai un juste le slide d'après qui est très très intéressant, mais je vous le dirai juste après. La complexité algorithmique, on vient d'en avoir un petit avant-goût sur les tris. On s'aperçoit que d'un tri basique, on en arrive à trouver des solutions super complexes pour résoudre des cas qui correspondent typiquement à des contraintes techniques. Disque, vitesse, bande passante, etc. Les problématiques aussi de défaillance physique. C'est bien d'écrire un système, de le mettre en place, mais qu'est-ce qui se passe quand le système se plante? Comment je fais de la récupération sur erreur? Comment je récupère mes données quand mon disque dur s'est crashé? Comment je fais en sorte que l'utilisateur ne s'aperçoive pas que mon site Amazon ne s'est pas placé en Virginie, par exemple? C'était le cas il y a 5 ans. C'est des problématiques qui sont quand même relativement non évidentes à traiter. Et évidemment, quand vous faites un système développé en Java, vous dites ça tourne sur toute plateforme. Le jour où vous avez effectivement sur Windows la destruction des fichiers qui se fait en un peu plus de 5 millisecondes, ce qui fait que quand vous détruisez des fichiers 2 fois de suite, il vous dit non, je ne peux pas le détruire, il existe encore, alors que vous l'avez détruit 5 millisecondes avant. Vous apercevez très très rapidement que le fait d'être collé à une machine physique spécifique a des contraintes elles-mêmes, ont des contraintes à elles-mêmes spécifiques. Donc tout ça, il faut en tenir compte dès qu'on va construire un système. On commence encore plus à s'éloigner de la complexité, de la simplicité. Les contraintes humaines sont loin d'être négligeables également. Quand on travaille sur un projet, on a généralement un temps incompréhensible. C'est-à-dire, j'ai signé mon contrat, ça me coûtera tant d'argent, le client dit, parfait, je vous donne 1 million d'euros, et dans votre équation, 1 million d'euros égale tant d'années hommes ou tant de jours hommes. C'est simple, en plus l'informatique, la réalisation des projets est régie par une loi très simple, ça s'appelle la loi des gaz parfaits. Quel que soit le temps que vous lui accordez, il sera consommé, intégralement. Et vous pouvez l'augmenter, le temps, vous le consommerez également. Bon. Les environnements de développement sont évidemment éminemment variables. Bon, tout le monde n'aime pas Eclipse, tout le monde n'est pas IntelliJ, mais généralement sur un projet, vous allez être obligé de respecter l'environnement de développement qui vous sera fourni, surtout si vous travaillez en clientèle. Et pour celui qui fait de l'IntelliJ et qui rebascule sur Eclipse, je pense qu'il va souffrir un moment. Moi, il me faut 15 jours pour basculer d'un environnement à l'autre, donc je ne bascule pas, parce que je n'ai pas 15 jours à gâcher. Troisième contrainte, les connaissances. Tout ce que vous avez appris à l'école, ça correspond à une toute petite partie de ce que vous allez avoir à mettre en œuvre lors de votre travail. Je pense que vous l'avez tous déjà vu. Ça veut dire que vous êtes constamment obligé d'aller à des conférences à la con, comme celle-là, pour apprendre de nouvelles choses. OK ?
Bon, là, je ne sais pas que vous allez apprendre grand-chose, mais je rabats des chemins déjà bien aiguillés. Mais peu importe. La connaissance est un critère qui peut être limitant. Si vous ne savez pas ce que c'est que le cloud, ben, vous allez avoir du mal à installer un Docker ou n'importe quelle solution dans le cloud. Il faudra un minimum d'apprentissage. C'est bien parce qu'en fait, vous avez des personnes qui savent comment ça fonctionne. Il faudra, à ce moment-là, les faire venir sur votre projet. Et ça engendre la contrainte suivante, c'est comment vous collaborez. On est des êtres sociaux, mais ce n'est pas évident quand on a un ego surdimensionné, comme les mecs d'Apache par exemple, de travailler avec d'autres mecs d'Apache. Okay, bon, il se trouve que ça se passe plutôt pas mal parce qu'en fait, si on ne bosse pas bien ensemble, on se fait taper dessus. Ouais. Donc la collaboration nécessite effectivement un travail sur soi, un travail sur la façon dont on dialogue avec les autres, sur les échanges qu'on peut avoir, et on en reviendra plus loin sur tout ce qui est méthodologie, mais c'est un problème qui est non trivial. Et en fait, si on a une éducation à l'école où on va au catéchisme pour apprendre à aimer son prochain, ou d'autres religions, on s'en fout, hein, on avait dit que Dieu c'était juste un truc quand on n'a pas de solution, on appelle Dieu, et ben ça nous apporte finalement un moyen de pouvoir collaborer correctement avec les autres. Et vous avez tous eu envie, à un moment donné, de taper votre camarade. Ou camarade de eux, hein, c'est pas vraiment un problème. La vie de couple, c'est pareil, hein, quand vous vivez à deux, ben, il faut à un moment donné que vous collaboriez, sinon ça se passe pas bien, ça se finit par un divorce, dans le meilleur des cas. Pour la bonne collaboration, ça suppose de la communication. Communication dans le couple, communication au travail, communication avec votre client. Et malheureusement, la communication, elle ne passe pas forcément hyper bien. Si vous êtes avec une personne qui n'est pas de votre nationalité, à un moment donné, vous allez avoir un langage commun. Quand vous travaillez, que vous êtes français et que vous travaillez sur un projet Apache, tout se fait en anglais. Moi, j'ai eu 7 au bac en anglais. Je peux dire que j'ai souffert au début. Je souffre encore maintenant. Mais bon, voilà, ça fait partie du jeu. Quand vous parlez avec un client, le client, il vous demande des specs, spécifications générales, spécifications détaillées, etc. Et honnêtement, qui s'enthousiasme en tant que développeur de pondre des specs? Personne. Il va falloir vous les faire et vous les rédiger, ça prend du temps, ça coûte cher, et vous les envoyez au client, il faut qu'en plus le client puisse les comprendre. Ça veut dire que vous avez un formalisme que je qualifierais de à la con, qui est en fait une sorte de sabir le plus petit dénominateur commun entre les deux pour que les deux puissent le comprendre. La réalité, c'est qu'en fait, 1, vous mettez n'importe quoi dans vos specs, mais on s'en fout parce que 2, le client ne le lit jamais. Sauf quand vous arrivez effectivement au stade du procès ou de la procédure. J'ai travaillé dans une boîte que je nommerai pas, qui est un énorme constructeur, enfin plutôt une société du bâtiment qui en plus fait de la téléphonie. Eh bien, leur service juridique démarre un contentieux dès le démarrage du projet. C'est-à-dire qu'ils récupèrent toutes les pièces de façon à pouvoir, effectivement, en cas de problème, dire, voilà, jour 1, vous avez promis ça et vous n'avez pas tenu. Jour 2, le truc que vous avez promis, finalement vous avez fini en retard, eh ben, elle ne correspondait pas à ce que vous avez dit dans le... etc. etc. C'est l'enfer. Mais c'est une réalité. Et c'est pour ça qu'il est important, effectivement, de pouvoir communiquer correctement pour pouvoir aller devant le tribunal en disant, bah si, j'ai donné ce que... Vous voyez, le mail que j'ai gardé, il dit ça. Moi, je garde tous mes mails. J'ai plus de 700 000 mails sur mon ordinateur. Ce qui m'est arrivé de rentrer de vacances et on me dit, ah mais t'as pas communiqué qu'il fallait faire ça avant de partir en vacances, c'est de ta faute si ça plante. Je dis, ben non, regarde mail. Voilà. Et tout ça passe par une autre contrainte qui s'appelle l'organisation. Il faut un chef. Enfin, théoriquement. C'est-à-dire que quand vous êtes un projet, vous avez un directeur de projet, vous avez un chef de projet, vous avez un ingénieur qualité, vous avez des développeurs, l'expert sécurité, etc., etc. Et ça, c'est de l'organisation. L'organisation n'a qu'un seul rôle et objectif, c'est définir des responsabilités. On l'a bien vu à la Société Générale, le mec il trifouille dans le coin, il fout en l'air 5 milliards d'euros. C'est un mauvais exemple parce qu'en fait, personne n'est responsable en fait. Tous vont dire, ah mais non, on ne savait pas. C'est lui, hein, tout seul dans son coin. Voilà. Donc l'idéal de l'organisation, c'est d'essayer de mettre en place quelque chose dans lequel il y a une chaîne de responsabilité qui est mise en place pour remonter les problèmes assez rapidement, pour pouvoir les résoudre assez rapidement. Et on s'aperçoit qu'une organisation, c'est pas simple non plus. Théoriquement, les problèmes, ils remontent. Théoriquement, il y a des solutions. En pratique, les problèmes, ils ne remontent pas parce que si on donne l'information comme quoi on n'a pas réussi à le faire, on se fait taper dessus. Et puis, quand l'information remonte, en haut, il se dit, qu'est-ce qu'on fait? On vire le mec ou pas? Ouais, si on le vire, il y a le CGT qui arrive, et là, on se fait... Donc, on est vraiment dans des contraintes qui sont, elles, humaines. Hein. Donc, on a vu les contraintes physiques, contraintes théoriques, si je puis dire, et les contraintes humaines,
qui font qu'on n'est vraiment pas dans un système qui est simple, même sur des petits projets. Alors, je vous parlais d'un outil pour gérer la concurrence. Ça, c'était en fait, j'ai pas retrouvé malheureusement les références. C'était une discussion sur InfoQ, justement. Ben, on en parlait il y a 7-8 ans. À l'époque, c'était InfoQ Amérique qui n'était pas inintéressant, où ils discutaient sur comment débugger des problèmes de concurrence. Et c'était Doug Lee, celui qui avait développé la couche de concurrence Java, qui avait dit en réponse à la question « Qu'est-ce que tu utilises, Doug Lee, comme outil pour débugger des problèmes de concurrence complexes ?» Alors vous attendez tous qu'ils disent « Des réseaux de Petri ». Et bien non, le mec dit « C'est la chance. Si j'ai du cul, je tombe dessus et je résous le problème. » Voilà. Je peux vous garantir que c'est une réalité. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de mettre en place et de schématiser avec des réseaux de Petri votre système où il y a 250 threads qui tournent. Moi, je n'ai jamais fait. J'ai essayé, je n'ai jamais réussi. Donc, j'espère qu'à un moment donné, votre cerveau et votre réflexion et la chance de tomber sur le bon moment où ça plante puissent vous permettre de résoudre le problème. OK ? La chance ne fait pas partie des outils simples. Autre problème simple, en apparence, mais en fait complexe, tout ce qui a trait à la cryptographie. La cryptographie, vous regardez un petit peu comment ça fonctionne, on dit, oh ouais, mais en fait, ah merde, je ne sais pas comment ça fonctionne. Le système de clés publiques, clés privées, pour arriver à l'expliquer, c'est super compliqué. Et là, c'est Bruce Schneier qui explique, tout le monde peut créer un système de cryptographie que lui-même, que toi, moi, n'importe qui, n'arrivons pas. J'écris mon propre système de cryptographie, et je ne vais pas être capable de casser le truc. Par contre, vous filez à Bruce Schneier, ou quelqu'un équivalent, en 2 minutes, lui, il va vous le descendre. Et la réalité, en fait, des systèmes de cryptographie qui sont complexes, intrinsèquement complexes, c'est qu'un système qui a été inventé il y a 10 ou 15 ans, on va aujourd'hui arriver à trouver des failles. GPG, aujourd'hui, on considère que c'est plus super solide comme ça l'était. C'est insuffisant. MD5 a été craqué au bout d'une dizaine d'années. Maintenant, on considère que MD5, il ne faut plus l'utiliser. En tout cas, dans certains aspects de MD5. Et tout ça, il a fallu des dizaines d'années de réflexion théorique pour arriver à ce résultat. Tout ce qui est sécurité, je vous les liens pour ceux que ça intéresse. Il y a un lien qui est super intéressant, qui s'appelle blog cryptographicengineering.com, qui est un prof américain qui analyse et qui parle de cryptographie de façon assez claire. C'est super intéressant. Bruce Schneier, évidemment, je pense que c'est son blog est intéressant. Bon, autre souci en fait, qui engendre encore de la complexité de votre logiciel, c'est tout ce qui touche à la sécurité. J'ai vécu une expérience intéressante à la Société Générale, dans laquelle on redéveloppait un système de dossier de crédit, machin, etc. Alors, mode tunnel pendant 6 mois, on développe un truc, et au bout de 6 mois, il y a un mec qui arrive et dit « Oh les gars, vous avez pensé à la sécurité Le mec il se log, est-ce qu'il a le droit de faire ça ?» Non, on n'a pas fait ça. Et là, vous allez revenir sur votre système depuis le début, parce que la sécurité, elle est à tous les niveaux. Sauf que comme vous ne l'avez pas intégré, il va falloir retravailler sur l'ensemble. Et là, je peux dire que la simplicité, elle a explosé en chaleur et lumière. D'ailleurs, le projet a explosé en chaleur et lumière. La sécurité, on a vu, c'est 6 points, je ne vais pas vous les définir, parce que sinon je vais déploser mon temps, j'ai plus que 15 minutes. Vous regardez sur Internet, vous verrez tous ces points-là, ce sont des points qui sont intrinsèquement liés à la sécurité. Chaque point doit être traité intégralement si vous voulez avoir un système sécurisé. Et chacun des points atomiquement n'est pas simple. Ne serait-ce que le problème de la traçabilité, ça vous pose des soucis. La traçabilité, c'est de dire, je vais être capable de dire qui a fait quoi quand. Ça veut dire que vous allez réfléchir à, premièrement, pomper l'information au moment où elle est créée, et ensuite le problème du stockage de l'information et le problème de la non-suppression de l'information. 3 problèmes qui sont eux-mêmes complexes. Vous travaillez, vous faites du développement. Quel framework utilisez-vous? Pas un problème ça non plus. Vous connaissez, je ne sais pas, Spring machin, ou alors un truc Ajax. Je ne suis pas dans le domaine de l'interface web, donc ça me parle peu. Ce que je veux dire qu'ici, qu'en fait, à chaque niveau de votre développement, vous allez avoir plusieurs couches, donc plusieurs types de frameworks à utiliser. Maintenant, il va falloir les faire fonctionner ensemble. Au niveau de l'OS, je parle d'OS en général, mais peut-être que vous allez utiliser Docker ou une virtual machine. Est-ce que ça va être du Linux? Est-ce que ça va être du Windows? Les critères d'utilisation et de travail ne sont pas les mêmes. Au-dessus, vous avez le cache, parce que pour accélérer les accès aux disques qui sont eux-mêmes différents, vous allez mettre du cache. La mise à jour du cache, pas forcément évident. Est-ce que c'est du même cache? Est-ce que c'est autre chose? À voir. Au-dessus du cache, comme vous avez une base de données au niveau du dessous, vous allez avoir un ORM. Alors vous mettez Hibernate en place, mais alors, Hibernate, maintenant, il faut le faire fonctionner avec le cache. Dans quel sens? Est-ce qu'on met le cache au-dessus de Hibernate ou en dessous?
Au-dessus du cache, vous avez un framework web, et puis ensuite, comme vous avez effectivement des navigateurs, vous avez un framework JavaScript. Je connais personne, ou enfin en tout cas moi j'en connais pas, qui maîtrise l'ensemble des couches. Le résultat, et je l'ai vu chez un autre de mes clients, le mec il m'appelle en disant ouais on a une requête, on la balance, ça met 3 minutes, alors que ça devrait être instantané. Et ben, en traversant les couches, il y avait du Spring Framework qui lui-même s'appuyait sur du Hibernate, qui lui-même s'appuyait sur du cache, et il y avait 4 machines et répartition de charge. Sauf que quand il allait envoyer une requête sur une machine et que le cache n'était pas levé, il a remonté 15 mégaoctets de données dans le cache. Super. Et il gardait un hash, une clé de hachage, pour dire bah, maintenant les données elles sont là, j'ai juste ma clé de hachage qui permet de le récupérer. Il fait une deuxième requête, mais il y a 4 serveurs. Patu, il n'a pas pensé au truc, donc il va au deuxième serveur, il a la clé de hachage. Elle dit quoi? Ah bah j'ai pas l'information localement. Je remonte 15 mégas. Et c'est à nouveau 5 secondes. Et si vous avez 4 serveurs, c'est 4 fois ce temps-là. Après, bon, vous avez le cache, donc c'est bon, ça marche. Mais si vous avez 250 serveurs, il y a une chance sur 250 que vous tombiez sur le serveur sur lequel vous avez votre cache. Tout ça parce qu'en fait, il avait des couches qu'il ne maîtrisait pas. Et il pensait que c'était simple de mettre un framework parce que quelque part, le framework vous masque la complexité. La réalité, c'est que en fait, ça vous masque la complexité, mais ça ne vous la supprime pas. Elle existe toujours. Donc méfiez-vous, effectivement, de cette complexité-là. Alors, je parle des frameworks, il faut savoir lequel aussi, parce que quand vous faites du Play ou du Spring ou du Strut, ce n'est pas tout à fait la même chose. Il faut le connaître, on revient au niveau de l'humain. Quelle connaissance avez-vous du framework que vous utilisez? Moi, je pense qu'elle est faible. Sauf si vous faites votre framework et vous travaillez dessus depuis 5 ans, quand vous travaillez sur un projet et que vous êtes balancé de client à client, et qu'un client vous dit « moi je veux faire du JSF » et l'autre il vous dit « je veux faire du Play », vous repartez à zéro. Et donc vous revenez sur les problématiques de réapprendre, revoir où est cachée la complexité, comprendre pourquoi ça ne marche pas rapidement, etc., etc. Et là on n'est plus dans le simple. Le code, évidemment, il y a des langages différents. Je pense que vous sortez de ce cas-là, vous avez bien compris que ce n'était pas un langage simple. Java n'est pas un langage simple non plus, hein, mais bon, après, il y a JavaScript. Et sur un projet, grosso modo, vous allez avoir tous ces types de langages. J'ai mis Java, ça pourrait être du Scala, peu importe, mais en dessous, vous allez faire du JavaScript, et là, vous allez souffrir. Si vous allez effectivement faire des installeurs ou du truc, vous allez faire du script en Perl, parfois du shell script pour faire du truc plus bas niveau. Si vous avez la malchance de faire de l'Oracle, vous allez faire du PLSQL, etc., etc. Donc, même dans l'utilisation de votre outil informatique, vous allez avoir plusieurs langages à utiliser. C'est loin d'être simple. L'effet de taille est aussi non négligeable. Moi, les trucs que j'entends sur les consultants méthodologie, c'est « ouais, mais en fait, ça marche super bien, on l'a fait sur un projet. » Sur un projet de 2000 lignes, mais ça, il ne vous le dit pas. Je l'ai vu chez un autre opérateur qui, lui, a une couleur particulière. Développement de la mise en place du système de facturation. Grosso modo, il fallait mettre à disposition 5 millions de factures chaque mois. Super simple. Génération de PDF. Moi, c'est en place. La génération de PDF est faite par un outil, pas de problème. Et ensuite, il faut l'interface web. L'interface web, on soumissionne une société, parce que quelque part, on n'a pas de développeur en interne chez cet opérateur. Donc, soumission du projet, attente de réponse, retour des réponses. Entre-temps, j'avais fait le développement en 2 jours pour montrer que c'était faisable. 2 jours. Hein. 2 jours pour faire le code qui faisait la présentation des PDF proprement à l'écran. Je ne suis pas un génie, hein, 2 jours, c'est ce qu'il fallait, ça fait environ 1000 lignes de code. La proposition qui a été retenue, qui était la plus petite proposition, était 25 000 €. Grosso modo, c'était 50 jours de développement. 50 jours de développement. Et le responsable, il me voit en disant, mais 50 jours, t'as pas l'impression qu'on se fait baiser? Je sais pas, est-ce que tu peux faire quelque chose contre soi? Ben non, je dis, écoute, essaye d'y prendre du plaisir au moins. Mais il n'y a que ça à dire, parce que quelque part, les mecs, je leur avais donné le code. C'est-à-dire, ils avaient mon code, ils n'avaient rien à faire. Sauf qu'ils s'étaient intégrés dans une procédure de réponse appel d'offres avec cet opérateur, avec de la paperasse comme ça, il fallait faire les tests, il fallait faire machin, etc. Bref, ça c'est sur 1000 codes. Sur Apache Directory Server, quand j'ai démarré, c'était en 2004, ça faisait 80 000 lignes de code. Aujourd'hui, on est à plus de 700 000 lignes. Presque 800 000. Et je parle de single line of code. Hein. Je supprime les commentaires, je supprime les espaces. D'accord? Ça fait un bloc de code absolument conséquent. Même moi, je ne connais pas l'ensemble du code qui est dessus. Je sais naviguer dedans, je sais pourquoi ça ne marche pas quand ça ne marche pas. Enfin, j'espère. Mais je peux vous garantir que toutes les méthodologies que vous employez, quand c'est une taille de code de cet ordre-là, ça a complètement explosé. On est déjà dans un ordre de complexité qui est en dehors de tout ce que vous pouvez maîtriser avec de l'UML, par exemple. Les périmètres, c'est pareil. Bon, sur Apache.js,
on a... pourquoi c'est complexe? Parce qu'en fait, un serveur LDAP, c'est de la base de données, de la concurrence d'accès, puisqu'on va gérer potentiellement 200, 300 000 connexions simultanées, de l'encodage-décodage dans un protocole décrit en ASN1. Pour ceux qui en ont fait, il y en a qui ont fait de l'ASN1 dans la salle? Non? Ouais, une personne. Ça fait mal, hein? Encore, c'était du BER, c'était pas du PER, mais peu importe. OSJI, pareil, on arrive à commander des problèmes un petit complexes. Kerberos, alors là, je veux dire, honnêtement, même moi, je comprends rien, et pourtant, j'ai implémenté le bordel, et la partie cliente. Tout ça fait que vous avez effectivement des systèmes qui sont complexes. Vos projets risquent d'intégrer, pas forcément ce niveau de complexité, mais ces problématiques-là à un moment ou à un autre. Un petit exemple très rapidement, dans le code du serveur, il y a une petite partie qui permet de parser les distinguish names. Le distinguish name, c'est ce qui permet d'identifier une entrée dans le serveur. J'en ai mis un exemple, dc égale exemple dc.com. C'est vraiment un truc dont on a en permanence besoin, enfin, qu'on a en permanence besoin de faire dans un serveur. La grammaire, elle est simple, elle fait une vingtaine de lignes, et encore, j'ai tout mis. Donc ça, normalement, n'importe qui peut écrire un parseur qui fasse ça. Alors, on a essayé 4 versions supplémentaires, 3 versions suivantes. La première a été faite avec Antellair, parce qu'on se dit, pourquoi se faire chier, on a un outil, c'est super bien. Le mec qui a développé ça, il a mis 3 jours. Puis à un moment donné, on a fait les perfs, et on s'aperçoit que ça consommait 60% du temps global du serveur. C'est-à-dire 60% du temps du serveur était là, consommé à parser du distinguish name. Ça fait beaucoup. Alors que j'ai réécrit à la main il y a 7-8 ans, et les perfs ont fait x2, pour plein de raisons, parce que je suis à la main, donc je peux mettre le bit qui va bien au bon endroit. Sauf qu'on s'est aperçu que c'était super intelligent, mais on pouvait faire mieux. Parce qu'en fait, en LDAP, on travaille avec de l'UTF-8, mais les distinguish names, la plupart du temps, sont purs ASCII. Et ça veut dire que les accents, on s'en fout un peu. Et bien, si on fait un parseur à la main sur le traitement purement de l'UTF-8, ça va 2 fois plus vite. Et comme c'est 99% du temps qui est passé là-dedans, finalement, on gagne un facteur 2 sur le serveur. Et puis pour le reste, on passe sur un mode avec Antellair, pour une autre raison, c'est parce qu'en fait, il y a moins d'erreurs avec un système comme Antellair qu'un truc qui est écrit à la main. Donc on a eu moins de bugs au total. On voit la progression, simple, complexe, encore plus complexe. Et là, la dernière version, il a fallu 1 mois pour la mettre en place. Donc on n'est pas sur des choses triviales. En retour, effectivement, c'est super bien d'avoir un truc comme Antellair. Si on maîtrise Antellair, en l'espace de 2 jours, vous faites votre grammaire, ça parse le truc dans sa totalité. Malheureusement, ça a un coût, et puis il faut être prêt à le payer. Et les bugs, par contre, l'avantage de Antellair, c'est que ça vous évite pas mal de bugs que vous faites à la main. Voilà. Au final, si vous ne faites pas de test, de toute façon, vous pouvez écrire ce que vous voulez, ce sera de la merde. Je vais vous passer sur le codec SN1, juste pour dire, pareil, on l'a écrit 4 fois. Donc 4 fois, ça représentait pratiquement 6 mois, 1 an de boulot. Et je peux vous dire qu'à la base, c'est quand même pas un problème super complexe, mais on arrivait à un résultat qui est hyper performant. Il n'y a que 2 personnes sur le projet qui sont capables de comprendre comment ça fonctionne. Je ne vous raconte pas le bus factor. On ne prend pas l'avion ensemble. Ok, on va parler très rapidement, il me reste 5 minutes, ça tombe bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à en dire. Méthodologie, parce que finalement on a parlé technique, on a parlé humain, mais est-ce qu'il y a des moyens effectivement pour pouvoir gérer cette complexité? Et on vient tout de suite, les méthodologies, c'est génial parce que on va pouvoir cadrer la complexité et arriver à décomposer en microservices, là, le truc à la mode, là, le truc qui vient depuis 1 semaine ou 1 mois, je ne sais plus exactement, et qui en fait du Corba-like, mais microservices, ça se vend plus, là, les mecs de Southwork qui se font du fric avec ça. Donc là aujourd'hui, tout le monde fait de l'agile. Moi j'ai 50 ans, j'ai fait de l'UML. L'UML, ça fait mal derrière. Puis après on m'a dit, l'UML c'est pourri, de toute façon... non, pardon, excusez-moi, j'ai fait du Meurize avant. Meurize sur le gâteau. Après UML, c'est le Meurize qui est comme ça, l'UML d'un grand coup de pied dans le bide. Et maintenant c'est de l'agile. Alors l'agile c'est super bien, parce qu'agile, quand t'as mal au dos parce qu'on t'a fait de l'UML, tu fais de l'agile, là comme ça t'es souple, t'évites les merdes, ça. Il y a un type qui a fait une étude très très intéressante. C'est une société savante, je ne sais plus comment il s'appelle, Magné Sorensen, c'est un Suédois, donc son nom c'est imbitable. Il a fait une petite expérience très très amusante. Il a pris un certain nombre de personnes qui travaillaient sur des projets informatiques. Il leur a dit, voilà, je vous présente des courbes dans lesquelles on a fait une évaluation du résultat d'une 50aine de projets, en disant, voilà, on les a classifiés en fonction de la réussite, etc. Et il a pris les groupes d'individus dans 2 catégories. Une catégorie qui était déjà en train de faire de l'agile.
Voilà, ils ont tous été formés par l'agile, ils sont convaincus par l'agile. Et une deuxième catégorie qui n'ont pas fait d'agile, qui faisaient du développement comme des cons, c'est-à-dire comme des développeurs. Et bien le résultat, si tu veux, c'est simple. Quand on leur demande est-ce que vous êtes d'accord sur la base du chiffrage ou des courbes qu'on vous a montré que les méthodes agiles, c'est mieux. Ouais, c'est mieux, c'est super mieux, en tout cas pour ceux qui ont fait de l'agile. C'est mieux parce que regardez la courbe là, tac, tac, tac. Les autres, bah non, non, on ne voit pas tellement, peut-être, mais c'est pas évident. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, les courbes qu'il a présentées, ce n'étaient pas des vraies courbes. C'est juste du truc pris complètement au hasard. Et ceux qui faisaient de l'agile, parce qu'ils ont fait de l'agile, et parce qu'on leur demandait une question liée à l'agile, on dit « Ah, mais je reconnais dans la courbe de points quelque chose qui prouve que l'agile, c'est mieux. » Alors, j'essaye pas de dire que l'agile, c'est de la merde. J'essaie juste de dire qu'on a un biais cognitif qui fait que quand on connaît quelque chose, on a tendance à tout peindre avec la couleur qu'on connaît. Ok ? Malheureusement, je crains qu'en agile, on n'ait pas réellement de preuves scientifiques qui nous disent que l'agile permet de développer des projets plus rapides. Mais c'est certainement mieux. Hein. Moi, personnellement, j'ai rien contre, hein. En tout cas. Test Design Driven, pour ceux qui n'ont pas envie d'entendre du mal sur TDD, c'est l'amphi à côté qu'il faut aller. Mais sinon, il y a un mec qui a dit que ça représentait quelque part une bonne méthode de contraception. C'est comme s'abstenir d'avoir une relation sexuelle. Ça marche. On voit au Vatican, ça marche super bien. Bon, les petits garçons à côté, on ne se pose pas la question, mais c'est un autre problème. La question que je poserais sur le test design, moi j'en fais du TDD. Enfin, plutôt je fais quelque chose qui ressemble à du test d'idée, je fais du test. Quand vous avez 1 million de lignes de code, comment vous faites pour faire du TDD? Alors plus exactement, évidemment, le projet, s'il fait 1 million de lignes de code, vous voulez faire du TDD, c'est trop tard, parce que vous auriez dû faire les 5 millions de lignes de test avant de faire le million de lignes de code. Mais grosso modo, ce que je veux dire, c'est si vous avez un projet qui va être colossal, je vous pose la question, comment vous faites pour développer en basant sur des tests? Moi, je ne sais pas. Et je pense que personne ne sait. La deuxième question, c'est qu'est-ce qu'on veut tester? Est-ce qu'on teste quelque chose d'atomique ou est-ce qu'on teste un fonctionnement global? Et à chaque niveau, comment vous allez effectivement décomposer vos tests? Non trivial. On teste en local, on teste sur le réseau, on teste l'API, on teste la base de données. Tout ça fait que ça va être compliqué. Comment on teste, ça c'est une autre question. Quels sont les outils qu'on veut utiliser? Et aussi, est-ce qu'on teste les tests? Est-ce que c'est bien de faire des tests? Moi, sur Apache Directory Server, un tiers des problèmes qu'on rencontre, c'est parce que les tests sont faux. Ça fait mal au cul. Hein. Parce que j'ai pas de test pour les tests, hein, mais voilà. La question du coup, je vous la pose. Hein. Je pense que c'est assez clair. Hein. Quand vous passez la moitié de votre temps à faire vos tests, le client il va vous dire les gars, moi je ne vous paye pas pour faire des tests. Hein. Je vous paye pour un truc qui marche. Vous êtes censé. En droit français, quand vous signez un contrat avec un client, vous avez une obligation de résultat et un devoir de conseil. L'obligation de résultat fait que vous pouvez fournir quelque chose avec plein de tests, mais si votre projet ne marche pas, c'est pour votre pomme. Donc ça, il faut le savoir. Donc le coût n'est pas un facteur négligeable. Bon, je vais passer rapidement sur le reste, hein, Kanban, Lean, XP, Scrum. Je pense qu'il n'y a pas forcément des choses mauvaises, mais enfin, la question qui peut se poser, c'est Kanban, par exemple, est-ce qu'on fabrique des bagnoles? Non, on fabrique du logiciel. Okay, les bagnoles, quand Toyota en sort, il sort 2 millions de Corolla, par exemple. C'est la voiture la plus vendue au monde, je crois que c'est même plus 2 millions, c'est 7 ou 8 millions. Okay, c'est toujours la même. L'avantage, c'est que s'il y a un Japonais qui se dit dans son usine « Ah, mais là, peut-être que si je tourne un quart de tour vers la droite, ça sera mieux que faire un demi-tour. » Donc il fait sa petite fiche, ça va, ouais, génial, puis hop, amélioration continue. Sur le Lean, c'est un principe, c'est on va supprimer la graisse. Le problème, c'est que la graisse, ça peut servir, quoi. Ça joue d'amortisseur si on tombe par terre, etc. Et nous, on est intrinsèquement opposés au changement. Alors je sais bien, il y en a qui disent le changement, c'est maintenant. La réalité, c'est un peu différent. C'est que dès qu'on veut changer quelque chose, c'est le bordel, quoi. Bon, pour le XP, c'est bien si votre projet, si vous n'avez que des débutants, vous allez avoir du mal à mettre en place 2 experts débutants qui sortent de l'école. Le résultat ne va pas être forcément super. Et le Scrum, moi je suis pour. Hein. Mais alors, si vous finissez une séance de Scrum, vous prenez vos sudoku, hein, sinon vous allez vous faire chier grave. Mais tout ça, j'en ai fait. Hein. Honnêtement, moi je ne suis pas forcément contre. Voilà, ça tombe bien, il ne me restait plus qu'une minute. Ce que je voulais dire, en fait, mon propos, c'est pas forcément polémique. L'objectif, c'est de dire, aujourd'hui, quand on fait du progiciel ou du développement logiciel, on ne sait pas faire comme on construirait une voiture. Okay, il n'y a pas de solution industrielle. Il y a juste des petites solutions qui permettent effectivement de résoudre des petits problèmes ou des grosses solutions qui essayent de résoudre des gros problèmes. Clairement, si on avait effectivement la bonne solution, la bonne méthode, on la verrait, mais ce n'est pas vrai parce que tous les 5 ans, on change de méthodologie. Et tout ça est simplement lié au fait que, simplement, il n'y a pas de choses simples, on est dans le complexe, il faut juste l'accepter. Voilà.
grosso modo, il y a quelques moyens, effectivement, de mitiguer, comme on dit aux États-Unis. C'est d'avoir de l'expérience. 50 ans d'économie, on en a fait. Ça permet d'éviter d'en faire. Malheureusement, pas suffisant. La formation pour résoudre les problèmes de la connaissance ou du manque de connaissance. La collaboration, ça se travaille. Les outils, essayer d'éviter de refaire ce qui a déjà été fait, mais ça veut dire qu'il faut qu'on connaisse et qu'on comprenne les outils. Le recul, se permet de se dire, je regarde ce que j'ai fait, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, et on demande à quelqu'un d'autre, il dit, oh non, c'est de la merde, ouais, t'as raison, c'est de la merde, on refait. Et c'est ça qui est important, c'est d'être capable de se dire qu'on s'est peut-être trompé. Et c'est pas évident dans notre formation. Voilà. Surtout, important, accepter la complexité, elle fait partie de votre quotidien. La rejeter, c'est faire une erreur majeure. Voilà. Et Einstein avait raison en disant, en fait, il faut faire tout le plus simplement possible, mais pas plus que nécessaire. C'est ça qu'il faut retenir. J'ai terminé.